Le café, le petit matin, bruissait de l'animation habituelle du matin parisien. Les tasses s'entrechoquaient, les conversations se mêlaient dans un brouhaha familier, et l'odeur du café fraîchement moulu embaumait l'atmosphère. Emma Dubois, 23 ans, cheveux châtains attachés en queue de cheval, naviguait entre les tables avec une grâce acquise par 3 années de service. Ses yeux verts pétillaient d'une détermination que la fatigue n'arrivait pas à ternir. Elle travaillait 2 emplois pour payer ses études de littérature à la Sorbonne, rêvant d'un jour écrire des romans qui toucheraient les cœurs. Chaque matin, elle se levait à 5 heures pour préparer l'ouverture du café, et chaque soir, elle enchaînait avec son second travail dans une librairie du quartier latin. Ce matin-là, tout semblait normal. Les clients réguliers occupaient leurs places habituelles. Monsieur Leclerc avec son journal Le Figaro, Madame Bertrand sirotant son thé Earl Grey et les étudiants de l'université voisine plongés dans leurs livres. Emma servait avec le sourire, malgré la nuit courte passée à réviser pour ses examens. Elle avait appris à masquer sa fatigue derrière une façade professionnelle, car ce travail représentait sa seule source de revenus stable. Son patron, Monsieur Rousseau, était un homme strict mais juste, qui appréciait son dévouement et sa ponctualité irréprochable. Vers 11 heures, une jeune fille d'environ 16 ans entra dans le café. Elle était élégamment, vêtue d'un manteau Chanel noir, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, encadrant un visage fin aux traits aristocratiques. Mais quelque chose dans son regard trahissait une profonde détresse. Elle s'installa à une table isolée près de la fenêtre, commandant un simple café au lait d'une voix à peine audible. Emma remarqua immédiatement que ses mains tremblaient légèrement et que ses yeux étaient rougis comme si elle avait pleuré. L'instinct maternel d'Emma, développé par son rôle d'aînée dans Une famille nombreuse, s'éveilla instantanément. Cher lecteur, si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour m'encourager à continuer. Et dites-moi en commentaire, que pensez-vous de cette rencontre entre Emma et cette mystérieuse jeune fille? La jeune fille, qui se présenta plus tard sous le nom de Céline, resta dans le café pendant près de 2 heures, fixant sa tasse vide d'un regard absent. Emma, intriguée et inquiète, s'approcha plusieurs fois pour lui proposer de réchauffer son café ou de commander quelque chose à manger. Chaque fois, Céline la remerciait poliment mais déclinait, semblant perdue dans ses pensées. Vers 13 heures, alors que l'affluence du déjeuner commençait, Emma remarqua que Céline consultait nerveusement son téléphone portable, comme si elle attendait un appel important qui ne venait pas. C'est alors qu'Emma aperçut, par la vitrine du café, une berline noire aux vitres teintées garée de l'autre côté de la rue. 2 hommes en costume sombre en descendirent, scrutant les alentours avec l'attention professionnelle de garde du corps. Ils semblaient chercher quelqu'un, et leur regard s'arrêta sur la façade du café. Emma sentit son cœur se serrer quand elle vit Céline se recroqueviller davantage sur sa chaise, comme si elle tentait de se faire invisible. La jeune fille avait suivi son regard et semblait terrorisée à la vue de ces hommes. Sans réfléchir, Emma s'approcha de Céline et chuchota « Vous avez des ennuis ?» Céline leva vers elle des yeux emplis de larmes et murmura « Il me cherche. Je ne peux pas rentrer chez moi, pas maintenant. S'il vous plaît, aidez-moi. » Emma sentit son cœur se serrer face à la détresse palpable de cette jeune fille qui semblait à peine plus âgée que sa propre sœur cadette. Sans hésitation, elle prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Emma conduisit rapidement Céline vers l'arrière du café, là où se trouvaient les réserves et la sortie de service. « Attendez-moi ici », dit-elle fermement. Elle retourna dans la salle et observa les 2 hommes qui venèrent d'entrer. Ils montraient discrètement une photographie aux autres clients, posant des questions à voix basse. Quand ils s'approchèrent d'Emma, elle reconnut sur la photo le visage de Céline, mais plus jeune, probablement prise lors d'un événement mondain. « Excusez-moi, mademoiselle », dit l'un des hommes avec un accent légèrement étrange. « Avez-vous vu cette jeune fille? Elle a peut-être été vue dans les environs. » Emma regarda la photo, puis les hommes, et prit une décision qui allait à l'encontre de tous ses instincts de prudence. « Non, je ne l'ai pas vue, » mentit-elle avec un aplomb qui la surprit elle-même. « Le café était plein ce matin, mais je ne me souviens pas de cette personne. » Les hommes la remercièrent et poursuivirent leurs recherches, mais Emma remarqua que l'un d'eux jetait des coups d'œil suspicieux vers l'arrière du café. Dès qu'il fut reparti, Emma rejoignit Céline dans la réserve. La jeune fille était recroquevillée derrière des caisses de provisions, tremblant de tous ses membres. « Ils sont partis », rassura Emma, « mais je pense qu'ils vont revenir. Qui sont ces hommes? Pourquoi vous cherchent-ils »
Céline releva la tête, ses yeux bleus emplis de reconnaissance et de peur mêlée. « Je m'appelle Céline Moncler, dit-elle dans un souffle. Mon père est... c'est compliqué. Ces hommes travaillent pour lui, mais ils ne me veulent pas du bien. J'ai découvert quelque chose que je n'aurais pas dû savoir. » Emma sentit un frisson la parcourir. Le nom de Moncler lui était familier. Elle l'avait lu dans les journaux économiques. Pierre Moncler était l'un des hommes les plus riches de France, propriétaire d'un empire industriel qui s'étendait de Tissam, l'automobile aux nouvelles technologies. Mais elle avait aussi lu des rumeurs sur ses méthodes parfois douteuses et ses liens avec des personnalités politiques controversées. « Qu'avez-vous découvert » demanda Emma, bien qu'une partie d'elle préféra ne pas savoir. Céline hésita, puis décida de faire confiance à cette jeune femme qui avait risqué sa position pour l'aider. « J'ai trouvé des documents dans le bureau de mon père, des contrats, des transferts d'argent. Il finance des groupes qui s'opposent à des réformes sociales importantes. Il manipule les élections, achète des votes, fait pression sur des juges. Et il y a pire. J'ai des preuves qu'il a fait éliminer des personnes qui menaçaient ses intérêts. » Les mots sortaient en cascade, comme si Céline se libérait d'un poids énorme. « J'ai tout photographié avec mon téléphone, mais maintenant il le sait. Il m'a enfermé dans ma chambre hier soir, et j'ai réussi à m'échapper ce matin grâce à une femme de chambre qui m'a aidé. » Emma sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle venait de s'impliquer dans une affaire qui la dépassait complètement. Mais regardant le visage terrifié de Céline, elle sut qu'elle ne pouvait pas l'abandonner. « Vous ne pouvez pas aller voir la police ?» demanda-t-elle. Céline secoua la tête avec amertume. « Mon père a des amis partout. Le commissaire de notre arrondissement dîne chez nous tous les mois. Le procureur général est son parrain de golf. Et puis, qui croirait la fille d'un milliardaire contre son propre père ?» À ce moment-là, la porte de la réserve s'ouvrit brusquement. Monsieur Rousseau, le patron du café, se tenait sur le seuil, le visage sévère. « Emma, que faites-vous ici? Et qui est cette personne ?» Emma sentit son cœur s'arrêter. Elle avait espéré pouvoir cacher Céline jusqu'à la fin de son service, mais le destin en avait décidé autrement. « Monsieur Rousseau, je peux vous expliquer, » commença-t-elle, mais son patron l'interrompit d'un geste. « 2 hommes sont venus me demander si j'avais vu cette jeune fille, » dit-il en montrant la photographie qu'il tenait à la main. « Ils m'ont dit qu'elle avait fugué et que sa famille était très inquiète. Ils m'ont aussi dit qu'ils reviendraient avec la police si nécessaire. » Emma sentit le piège se refermer sur elle. « Monsieur Rousseau, ces hommes ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Cette jeune fille est en danger, et si vous la livrez à eux, vous pourriez être complice de quelque chose de terrible. » Monsieur Rousseau regarda alternativement Emma et Céline, visiblement tiraillé entre son respect pour sa jeune employée et sa crainte de s'impliquer dans une affaire qui le dépassait. « Emma, vous êtes une employée modèle depuis 3 ans, mais je ne peux pas prendre le risque de problèmes avec la police. Cette jeune fille doit rentrer chez elle. » Emma sentit la panique l'envahir. Elle savait qu'elle n'avait que quelques secondes pour convaincre son patron, ou tout serait perdu. « Monsieur Rousseau, donnez-moi 1 heure, » implora-t-elle. « Juste 1 heure pour l'aider à contacter quelqu'un en qui elle a confiance. Si vous la livrez maintenant, vous pourriez avoir sa mort sur la conscience. » Céline, qui avait écouté cet échange en silence, s'avança vers le patron du café. « Monsieur, je sais que cela peut paraître incroyable, mais je suis vraiment en danger. Ces hommes ne travaillent pas pour la police. Ils travaillent pour mon père qui veut me faire taire. Si vous avez une fille, vous comprendrez ma situation. » Monsieur Rousseau sembla hésiter, mais finalement secoua la tête. « Je suis désolé, mademoiselle, mais je ne peux pas prendre ce risque. Emma, vous avez le choix. Soit vous laissez cette jeune fille partir avec ces hommes quand ils reviendront, soit vous cherchez un autre emploi. Je ne peux pas me permettre d'avoir des problèmes avec la police. » Emma sentit son monde s'écrouler. Ce travail était sa seule source de revenus stable, et perdre son emploi signifiait probablement abandonner ses études. Mais regardant Céline, elle vit sa propre sœur cadette, elle vit toutes les jeunes femmes vulnérables qui avaient besoin d'aide. Elle prit une profonde inspiration et dit d'une voix ferme « Très bien, monsieur Rousseau, je démissionne. » Elle retira son tablier et le tendit à son patron stupéfait. « Mais je ne laisserai pas cette jeune fille entre les mains de ces hommes. » Monsieur Rousseau la regarda avec un mélange de tristesse et de frustration. « Emma, ne faites pas cette erreur. Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. » Emma prit Céline par la main et se dirigea vers la sortie de service. « Peut-être, mais je sais ce qui est juste. » Elles sortirent du café par l'arrière et se retrouvèrent dans une ruelle étroite qui donnait sur une rue parallèle. Emma réfléchissait rapidement à leurs options. Elle ne pouvait pas emmener Céline chez elle,
car c'était le premier endroit où les hommes de Montclair la chercheraient une fois qu'ils auraient identifié son rôle dans la disparition de la jeune fille. « Avez-vous des amis ou de la famille en qui vous avez confiance ?» demanda Emma. Céline secoua la tête tristement. « Mon père a toujours contrôlé ma vie sociale. Mes amis sont tous des enfants de ses relations d'affaires. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans et je n'ai pas d'autres proches. » Emma sentit sa détermination se renforcer. Cette jeune fille était complètement seule face à un père tout-puissant et sans scrupules. « Il y a une personne qui pourrait peut-être nous aider, » dit Emma après réflexion. « J'ai un ami journaliste qui travaille pour un journal d'investigation. Il s'appelle Thomas Moreau et il a déjà publié des articles sur la corruption dans les milieux d'affaires. Si vous avez vraiment des preuves contre votre père, Thomas pourrait les utiliser pour révéler la vérité. » Céline acquiesça avec espoir. « Oui, j'ai tout dans mon téléphone. Des photos de documents, des enregistrements de conversations. Mais mon père va s'apercevoir de leur disparition très vite. » Emma guida Céline à travers les rues de Paris, évitant les grands axes et restant dans les quartiers populaires où elle passerait plus inaperçue. Elles prirent le métro jusqu'au quartier de Belleville, où Thomas avait son bureau dans un immeuble vétuste mais discret. Durant le trajet, Emma ne pouvait s'empêcher de penser à l'énormité de ce qu'elle venait de faire. Elle avait sacrifié sa stabilité financière pour aider une inconnue, et elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Thomas Moreau était un homme de 40 ans, aux cheveux grisonnants et au regard perçant derrière des lunettes à monture métallique. Il avait été le professeur de journalisme d'Emma, avant qu'elle ne change d'orientation pour la littérature, et ils avaient maintenu une amitié fondée sur leur passion commune pour la vérité et la justice. Quand Emma frappa à la porte de son bureau, Thomas fut surpris de la voir, mais son expression changea quand il vit l'état d'agitation de son ami. « Emma, que se passe-t-il » demanda-t-il en les invitant à entrer. Son bureau était un chaos organisé, avec des piles de documents, des coupures de journaux épinglés au mur et plusieurs ordinateurs qui ronronnaient en permanence. Emma présenta Céline et expliqua rapidement la situation. Thomas écouta attentivement, prenant des notes et posant des questions précises. Quand Céline mentionna le nom de son père, Thomas siffla d'admiration. « Pierre Montclair, cela fait des années que j'essaye de rassembler des preuves contre lui. Il est très fort pour couvrir ses traces et ses avocats sont redoutables, mais si vous avez vraiment des documents compromettants, » il regarda Céline avec un mélange d'espoir et de prudence. « Montrez-moi ce que vous avez. » Céline sortit son téléphone et commença à faire défiler les photos qu'elle avait prises. Thomas examina chaque image avec attention, son excitation grandissant à mesure qu'il découvrait l'ampleur du scandale. « C'est incroyable » murmura-t-il. « Voilà des preuves de corruption, de chantage, de manipulation électorale, et ces noms. Certains de ces hommes politiques sont actuellement au gouvernement. » Il releva la tête vers Céline. « Vous rendez-vous compte de ce que vous possédez ? Ces documents pourraient faire tomber une partie de l'establishment français. » Céline hocha la tête gravement. « C'est exactement pour cela que mon père veut me faire taire. Il sait que je sais. » Thomas se leva et commença à faire les 100 pas dans son bureau, réfléchissant à la meilleure stratégie. « Il nous faut du temps pour vérifier ces informations, contacter des sources, préparer un article en béton. Mais Montclair ne va pas rester inactif. Il va mobiliser toutes ses ressources pour vous retrouver. » Il regarda Emma avec gravité. « Vous savez que vous êtes maintenant impliqué dans cette affaire. Montclair va découvrir votre rôle, et il ne vous pardonnera pas d'avoir aidé sa fille. » Emma sentit un frisson d'appréhension, mais sa détermination ne faiblit pas. « Je sais, mais je ne peux pas reculer maintenant. Céline a besoin d'aide et si ces documents peuvent révéler la vérité, alors nous devons agir. » Thomas la regarda avec admiration. « Vous avez du courage, Emma. Mais le courage ne suffira pas contre un homme comme Montclair. Il nous faut un plan. » Pendant les heures qui suivirent, ils élaborèrent une stratégie. Thomas contacterait ses sources pour vérifier les informations contenues dans les documents, tandis qu'Emma et Céline se cacheraient dans un lieu sûr. Thomas connaissait un appartement sécurisé dans le 20e arrondissement, utilisé par des journalistes et des militants des droits de l'homme quand ils étaient menacés. « Vous y serez en sécurité. »« Quelques jours, » assura-t-il, « le temps que je prépare la publication de l'article. » Mais leurs plans furent contrariés par un événement inattendu. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le bureau de Thomas, celui-ci reçut un appel sur son téléphone fixe. Il décrocha avec prudence et Emma vit son visage se décomposer. « Monsieur Moreau, » dit une voix grave et posée, « je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. Je parle de ma fille, bien sûr. » Thomas regarda Emma et Céline avec
Inquiétude. Pierre Moncler avait réussi à les localiser plus rapidement qu'il ne l'avait imaginé. « Monsieur Moncler » répondit Thomas en essayant de garder son calme. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Un rire froid résonna dans le combiné. « Allons, monsieur Moreau. Mes hommes ont identifié la jeune serveuse qui a aidé Céline. Il n'a pas été difficile de remonter jusqu'à vous par la suite. Vous êtes un ami proche de mademoiselle Dubois, n'est-ce pas ?» Emma sentit son sang se glacer. Moncler avait découvert son identité et par conséquent sa connexion avec Thomas. « Que voulez-vous » demanda Thomas directement. « Je veux récupérer ma fille et les documents qu'elle a volés. En échange, je vous garantis qu'il n'arrivera rien à mademoiselle Dubois. Mais si vous persistez dans cette voie, je ne peux pas garantir sa sécurité. » La menace était claire et glaçante. Emma regarda Céline, qui était devenue livide. La jeune fille secoua la tête avec véhémence, articulant silencieusement. « Non, ne me livrez pas. » Thomas réfléchit rapidement. Il savait que Moncler était capable de mettre ses menaces à exécution, mais il savait aussi que livrer Céline reviendrait probablement à signer son arrêt de mort. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-il. Donnez-moi 1 heure. »« Vous avez 30 minutes, » répliqua Moncler. « Après cela, je considérerai que vous avez fait votre choix, et j'agirai en conséquence. » La communication fut coupée. Thomas regarda Emma et Céline avec gravité. « Nous n'avons pas le choix. Il faut partir d'ici immédiatement. » Moncler a probablement déjà envoyé ses hommes. Ils rassemblèrent rapidement les documents les plus importants et se dirigèrent vers la sortie. Mais alors qu'ils descendèrent l'escalier, Emma aperçut par une fenêtre plusieurs voitures noires qui entourèrent l'immeuble. « Il est trop tard, » murmura-t-elle. « Ils sont déjà là. » Thomas les conduisit vers les toits de l'immeuble, utilisant une échelle de service qu'il avait découverte lors d'une précédente enquête. « Il y a un passage vers l'immeuble voisin, » expliqua-t-il. « Nous pourrons nous échapper par là. » Mais alors qu'ils atteignaient le toit, ils entendirent des bruits de pas dans l'escalier. Les hommes de Moncler avaient forcé l'entrée et montèrent vers eux. La poursuite sur les toits de Paris fut digne d'un film d'action. Emma, qui n'avait jamais eu le vertige, découvrait qu'elle pouvait surmonter sa peur quand la situation l'exigeait. Céline, malgré sa fragilité apparente, se révélait étonnamment agile. Thomas, habitué aux enquêtes dangereuses, les guidait avec assurance d'un toit à l'autre. Derrière eux, les hommes de Moncler les poursuivaient avec la détermination de professionnels. Ils réussirent finalement à s'échapper en descendant par un escalier de secours dans une cour intérieure. De là, ils purent rejoindre la rue et se fondre dans la foule des passants. Mais ils savaient que leur répit serait de courte durée. Moncler avait des ressources importantes et il ne les lâcherait pas facilement. « Nous devons séparer, décida Thomas. Ensemble, nous sommes trop visibles. Emma, emmenez Céline dans un lieu public, un endroit où Moncler n'osera pas agir ouvertement. Moi, je vais essayer de publier l'article en urgence. Si l'information devient publique, Moncler ne pourra plus faire disparaître sa fille sans attirer l'attention. » Emma acquiesça, mais elle sentait le poids de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Elle décida d'emmener Céline au Louvre, pensant que la foule de touristes leur offrirait une protection relative. Pendant qu'elle se dirigeait vers le musée, Céline raconta à Emma son enfance dorée mais solitaire. « J'ai toujours su que mon père n'était pas un homme ordinaire, » dit-elle, « mais je pensais que c'était juste à cause de sa richesse. Je ne me doutais pas qu'il était capable de cela. » Emma l'écouta avec compassion, réalisant que derrière l'apparence privilégiée, de Céline se cachait une jeune fille profondément blessée. Au Louvre, elles se mêlèrent au groupe de visiteurs, se perdant dans les salles consacrées à l'art médiéval. Emma gardait constamment un œil sur les entrées, cherchant des signes de la présence des hommes de Moncler. Céline, quant à elle, semblait étonnamment calme, comme si le fait d'avoir pris sa décision lui avait apporté une certaine paix intérieure. « Pourquoi m'aidez-vous » demanda soudain Céline, alors qu'elle contemplait « une tapisserie du XIVe siècle. Vous avez tout perdu pour moi. Votre travail, votre sécurité, vous ne me connaissez même pas. » Emma réfléchit à la question, essayant de trouver les mots justes. Parfois, on n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour savoir qu'il faut l'aider. Vous aviez besoin d'aide et j'étais là. C'est aussi simple que cela. Céline la regarda avec une émotion profonde. Vous savez, j'ai grandi entouré de gens qui ne m'aidaient que parce qu'ils espéraient obtenir quelque chose en retour. Mes prétendus amis, les employés de mon père, même mes professeurs, tous voulaient quelque chose de moi ou de ma famille. C'est la première fois que quelqu'un m'aide sans arrière-pensée. Emma sentit son cœur se serrer. Cette jeune fille avait été privée de la chose la plus importante, l'amour désintéressé.
Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'un gardien du musée qui s'approcha d'elle. « Mesdames, pourriez-vous me suivre, s'il vous plaît » dit-il poliment mais fermement. Emma sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Le gardien avait l'allure et la démarche d'un agent de sécurité privé plutôt que d'un employé du musée. « Y a-t-il un problème » demanda-t-elle, essayant de gagner du temps. « Pas de problème, madame. Nous avons juste besoin de vérifier quelques informations. » Emma regarda autour d'elle et aperçut deux autres hommes qui se rapprochaient discrètement. Elle comprit qu'ils étaient dans un piège. « Céline, courez !» cria-t-elle en poussant la jeune fille vers une sortie latérale. Elles s'élancèrent à travers les salles du musée, slalomant entre les visiteurs stupéfaits et les œuvres d'art inestimables. La poursuite dans le Louvre fut surréaliste. Emma et Céline couraient entre les sculptures antiques et les peintures de maîtres, poursuivis par des hommes en costume qui essayèrent de maintenir une apparence de discrétion. Les gardiens du musée, confus par la situation, tentèrent d'arrêter tout le monde sans comprendre ce qui se passait. Emma réalisa que Moncler avait réussi à infiltrer ces hommes, même dans un lieu aussi public que le Louvre. Elles réussirent finalement à s'échapper par une sortie de service, mais Emma savait qu'elle ne pouvait pas continuer ainsi indéfiniment. Moncler avait trop de ressources et elles étaient fatiguées et à bout de force. Il leur fallait un plan plus radical. « Céline, votre père a-t-il des ennemis, des rivaux en affaires qui pourraient nous aider ?» demanda Emma alors qu'elle se cachait dans une station de métro. Céline réfléchit intensément. « Il y a Markus Hoffmann, un homme d'affaires allemand. Mon père l'a ruiné il y a quelques années en utilisant des méthodes douteuses. Hoffmann a juré de se venger, mais je ne sais pas comment le contacter. » Emma se souvint avoir lu des articles sur cette rivalité dans les journaux économiques. Markus Hoffmann était un industriel respecté qui avait perdu son empire à cause des manœuvres de Moncler. Si quelqu'un avait les moyens et la motivation pour affronter le milliardaire français, c'était bien lui. Thomas pourrait peut-être nous aider à le contacter, dit Emma. Mais d'abord, nous devons nous mettre en sécurité. Elles décidèrent de se rendre à la cathédrale Notre-Dame, pensant que le lieu sacré leur offrirait une protection symbolique. Mais en arrivant sur le parvis, elles découvrirent que la cathédrale était fermée pour des travaux de restauration. Emma sentit le désespoir l'envahir. Où pouvaient-elles aller? Comment échapper à un homme qui semblait avoir des yeux partout dans Paris? C'est alors qu'elle eut une idée. Sa grand-mère, Madeleine Dubois, vivait dans une maison de retraite de la banlieue parisienne. C'était un endroit où Moncler ne penserait jamais à chercher, et la directrice de l'établissement était une ancienne résistante qui n'avait pas froid aux yeux. « J'ai une idée, dit Emma à Céline. Nous allons rendre visite à ma grand-mère. » Le voyage vers Meaux fut tendu. Emma et Céline prirent plusieurs trains différents, changeant de direction à plusieurs reprises pour brouiller les pistes. Pendant le trajet, Emma appela sa grand-mère pour la prévenir de leur arrivée. Madeleine Dubois, nonagénaire mais toujours alerte, écouta l'histoire de sa petite fille avec attention. « Amenez-moi cette jeune fille, dit-elle simplement. Nous verrons bien ce que nous pouvons faire. » La maison de retraite Les Jardins de Meaux était un établissement chaleureux où les résidents menaient une vie active et épanouie. Madeleine Dubois était respectée par tous, résidents et personnel compris, pour son passé de résistante et sa personnalité forte. Quand Emma et Céline arrivèrent, elle les accueillit avec chaleur. Mais Emma pouvait voir dans ses yeux qu'elle mesurait parfaitement la gravité de la situation. « Alors, ma petite, » dit Madeleine en s'adressant à Céline, « on me dit que vous avez des ennuis avec votre père ?» Céline raconta son histoire, et Emma fut frappée par l'attention avec laquelle la vieille dame écoutait chaque détail. Quand Céline eut terminé, Madeleine resta silencieuse un long moment, réfléchissant intensément. Puis elle se tourna vers Emma avec un sourire qui rappelait l'ancienne résistante qu'elle avait été. « Tu sais, ma chérie, cette histoire me rappelle l'époque où nous aidions les enfants juifs à échapper aux nazis. À cette époque aussi, nous affrontions des hommes puissants et sans scrupules. » Elle prit la main de Céline dans les siennes, ridée mais encore ferme. « Ma petite, vous avez fait preuve d'un courage extraordinaire en vous opposant à votre père. Maintenant, il faut être intelligente. » Madeleine expliqua qu'elle avait gardé des contacts avec d'anciens résistants qui occupaient maintenant des postes importants dans diverses institutions. Il y a notamment Henri Marchand, un ancien compagnon d'armes qui est maintenant juge d'instruction à la Cour de cassation. Si quelqu'un peut protéger cette jeune fille et faire en sorte que les preuves qu'elle détient soient examinées en toute impartialité, c'est bien lui. Emma sentit renaître l'espoir.
Pour la première fois depuis le début de cette aventure, elles avaient peut-être une chance de s'en sortir. Pendant que Madeleine contactait ses anciens compagnons, Emma reçut un appel de Thomas. « Emma, j'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles, » dit-il d'une voix tendue. « La bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à vérifier une partie des documents de Céline. Tout est authentique, et j'ai même obtenu des confirmations de sources indépendantes. La mauvaise nouvelle, c'est que Montclair a lancé une véritable chasse à l'homme. Il a mis toutes ses ressources en œuvre pour vous retrouver, et il commence à faire pression sur mes supérieurs pour qu'ils m'empêchent de publier l'article. » Emma sentit son cœur se serrer. « Que pouvons-nous faire ?» Thomas réfléchit un moment avant de répondre. « J'ai contacté des journaux étrangers. Si les médias français se dégonflent sous la pression de Montclair, nous pourrons peut-être publier à l'étranger. Mais il nous faut du temps. Et surtout, il faut que Céline reste en vie pour témoigner. » Emma regarda la jeune fille qui discutait avec Madeleine, et elle réalisa que leur fuite n'était que le début de l'histoire. Le soir même, Henri Marchand arriva à la maison de retraite. C'était un homme de 75 ans, au port droit et au regard perçant, qui portait encore les traces de sa jeunesse héroïque. Il écouta le récit de Céline avec attention, examinant les documents sur son téléphone avec l'œil expert d'un magistrat expérimenté. « Ces preuves sont accablantes, » finit-il par dire. « Mais Pierre Montclair n'est pas n'importe qui. Il faudra être très prudent dans la façon de procéder. » Henri expliqua qu'il pouvait placer Céline sous protection judiciaire, mais que cela nécessiterait qu'elle porte officiellement plainte contre son père. Une fois que la plainte sera déposée, les documents deviendront des pièces à conviction et il sera plus difficile pour Montclair de les faire disparaître. Mais il faut que vous compreniez, mademoiselle Montclair, qu'une fois cette étape franchie, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Céline regarda Emma, puis Madeleine et enfin Henri. « Je suis prête, » dit-elle d'une voix ferme. « Mon père a fait trop de mal. Il est temps que cela cesse. » Le lendemain matin, une opération complexe fut mise en place. Henri avait organisé une escorte discrète pour conduire Céline au palais de justice, tandis qu'Emma devait rester à la maison de retraite pour sa propre sécurité. Mais au moment du départ, Céline refusa de partir sans Emma. « Elle a risqué sa vie pour moi, dit-elle fermement. Je ne témoignerai que si elle peut m'accompagner. » Henri, après quelques hésitations, accepta. « Très bien, mais vous resterez toutes les deux sous protection policière. » Le trajet vers Paris fut tendu. Emma et Céline voyagèrent dans une voiture banalisée, encadrée par des policiers en civil. Emma ne pouvait s'empêcher de regarder constamment par la lunette arrière, s'attendant à voir surgir les hommes de Montclair. Mais le voyage se déroula sans incident, et elles arrivèrent au palais de justice sans encombre. La déposition de Céline dura plusieurs heures. Emma attendait dans une salle adjacente, rongée par l'inquiétude. Quand Céline ressortit enfin, elle était pâle, mais déterminée. « C'est fait ?» dit-elle simplement. « J'ai tout dit. » Henri les rejoignit peu après, le visage grave. « Une enquête préliminaire va être ouverte. Les documents de mademoiselle Montclair vont être analysés par nos experts et nous allons procéder aux premières vérifications. Mais je dois vous prévenir, Montclair va tout faire pour discréditer le témoignage de sa fille. » Effectivement, la réaction de Pierre Montclair ne se fit pas attendre. Dans l'après-midi même, ses avocats déposaient une demande d'internement psychiatrique pour Céline, prétendant qu'elle souffrait de troubles mentaux graves et qu'elle inventait des histoires pour attirer l'attention. Simultanément, une campagne de presse était lancée pour présenter Céline comme une adolescente perturbée et Emma comme une manipulatrice qui cherchait à extorquer de l'argent à une famille riche. Emma découvrit avec horreur que les médias possédés ou influencés par Montclair diffusait une version complètement déformée de l'histoire. On la présentait comme une serveuse ambitieuse qui avait séduit la fille naïve d'un milliardaire pour lui soutirer des informations confidentielles. Des témoins apparaissaient soudainement pour raconter qu'Emma avait toujours été obsédée par l'argent et qu'elle fréquentait des individus douteux. « C'est incroyable », dit Emma en regardant les informations à la télévision de la maison de retraite. « Ils arrivent à retourner complètement la situation. » Madeleine, qui avait vécu l'époque de la propagande nazie, hocha la tête tristement. « C'est une tactique classique, ma chérie. Quand on ne peut pas nier les faits, on discrédite ceux qui les révèlent. » Céline, quant à elle, semblait moins surprise. « Mon père a toujours eu un don pour manipuler l'opinion publique. C'est comme cela qu'il a bâti son empire. » Mais Henri Marchand n'était pas homme à se laisser impressionner par les manœuvres de Montclair. Il accéléra l'enquête, faisant appel à des experts indépendants pour analyser les documents et vérifier leur authenticité.
Parallèlement, Thomas réussit à publier son article dans un journal britannique, puis dans un quotidien allemand. Lentement, l'information commençait à filtrer dans les médias internationaux, malgré les efforts de Moncler pour étouffer le scandale. La guerre médiatique qui s'engagea fut impitoyable. D'un côté, les journaux contrôlés par Moncler continuaient à présenter Céline comme une mythomane et Emma comme une arriviste. De l'autre, les médias indépendants commençaient à révéler l'ampleur de la corruption mise au jour par les documents de Céline. L'opinion publique était divisée et Emma se retrouvait malgré elle au centre d'une tempête médiatique qu'elle n'avait jamais souhaitée. Un matin, alors qu'Emma prenait son petit déjeuner avec sa grand-mère, celle-ci reçut un appel téléphonique inquiétant. « Madame Dubois », dit une voix suave, « je suis Albert. Roussel, avocat de Monsieur Pierre Moncler. Mon client souhaiterait rencontrer votre petite fille pour discuter d'un arrangement amiable. » Madeleine regarda Emma avec une expression déterminée. « Ma petite fille n'a rien à discuter avec votre client, » répondit-elle fermement avant de raccrocher. Mais cet appel était le prélude à une escalade. Dans les jours qui suivirent, Emma et Céline furent l'objet de diverses formes de pression. Des inconnus les photographièrent dans la rue, des journalistes les harcelèrent de questions, et Emma recevait des appels anonymes menaçants. Madeleine dut même demander à la direction de la maison de retraite de renforcer la sécurité, car des individus suspects avaient été aperçus rôdant autour de l'établissement. Un événement particulièrement troublant se produisit un soir où Emma et Céline se promenaient dans le jardin de la maison de retraite. Un homme élégamment vêtu s'approcha d'elle et se présenta comme un ami de la famille Moncler. « Mademoiselle Céline, » dit-il avec un sourire qui ne parvenait pas à masquer la menace dans ses yeux, « votre père s'inquiète énormément pour vous. Il souhaiterait que vous rentriez à la maison pour discuter calmement de cette situation malheureuse. » Céline recula instinctivement. « Dites à mon père que je n'ai rien à lui dire, » répondit-elle d'une voix tremblante. L'homme tourna alors son attention vers Emma. « Quant à vous, mademoiselle Dubois, vous devriez réfléchir aux conséquences de vos actions. Vous êtes une jeune femme intelligente, vous avez votre vie devant vous. Il serait dommage qu'une erreur de jeunesse compromette votre avenir. » Emma sentit un frisson glacé la parcourir, mais elle tint bon. « Je n'ai commis aucune erreur, » dit-elle fermement. « J'ai aidé quelqu'un qui en avait besoin et je ne le regrette pas. » L'homme sourit encore, mais cette fois, le masque tomba complètement. « Vous ne mesurez pas la puissance de l'homme auquel vous vous attaquez, mademoiselle. Pierre. Moncler peut détruire des vies d'un simple coup de téléphone. Réfléchissez bien. » Il s'éloigna ensuite, laissant Emma et Céline profondément troublées par cette rencontre. Cette nuit-là, Emma eut du mal à dormir. Elle repensait à sa vie d'avant, à sa routine tranquille de serveuse et d'étudiante. Avait-elle eu raison de s'impliquer dans cette affaire? Avait-elle le droit de risquer non seulement sa propre sécurité, mais aussi celle de sa grand-mère et des autres résidents de la maison de retraite? Mais chaque fois que ses doutes l'assaillaient, elle regardait Céline et se rappelait pourquoi elle avait agi. Cette jeune fille méritait d'être protégée, et la vérité méritait d'être révélée, quelles qu'en soient les conséquences. Le tournant décisif de l'affaire se produisit une semaine plus tard. Henri Marchand appela Emma pour lui annoncer une nouvelle importante. « Nous avons réussi à retrouver Marcus Hoffman. Il est actuellement à Genève, et il accepte de témoigner contre Moncler. Il prétend avoir des informations qui corroborent les documents de Céline. » Emma sentit renaître l'espoir. Enfin, il n'était plus seul face au milliardaire. Marcus Hoffman s'avéra être un homme fascinant. Âgé de 55 ans, cet industriel allemand avait conservé une élégance aristocratique malgré la ruine que lui avait infligée Moncler. Quand il rencontra Céline et Emma par visioconférence sécurisée, il écouta leur histoire avec attention et compassion. « Votre père m'a détruit, dit-il à Céline, mais il a surtout détruit des milliers d'emplois et ruiné de nombreuses familles. Si ces documents peuvent enfin le faire tomber, alors j'apporterai tout mon soutien à votre démarche. » Hoffman révéla qu'il possédait lui aussi des preuves de la corruption de Moncler, des documents qu'il avait conservés précieusement depuis sa propre ruine. « J'attendais le bon moment pour les utiliser, » expliqua-t-il. Ce moment est venu. Il promit de mettre ses propres ressources, financières et juridiques, au service de leur cause, et surtout, il accepta de témoigner publiquement contre Moncler. L'annonce de l'entrée en scène de Marcus Hoffman changea complètement la donne. Les médias internationaux commencèrent à s'intéresser de plus près à l'affaire, et l'opinion publique française elle-même commença à basculer. Les révélations s'enchaînaient, et d'autres victimes de Moncler commencèrent à sortir de l'ombre pour témoigner.
Emma réalisa avec émotion que leur action avait déclenché une véritable avalanche qui risquait d'emporter l'empire du milliardaire. Mais Montclair n'était pas homme à accepter la défaite sans combattre. Il lança une offensive judiciaire tous azimuts, attaquant Henri Marchand pour abus de procédure, Thomas pour diffamation, et même Marcus Hoffman pour chantage et extorsion. Ses avocats inondèrent les tribunaux de recours et de procédures dilatoires, espérant gagner du temps et épuiser leurs adversaires. C'est dans ce contexte tendu qu'eut lieu un événement qui faillit tout changer. Un soir, alors qu'Emma se trouvait seule dans sa chambre de la maison de retraite, Céline était en discussion avec Henri Marchand, elle entendit frapper discrètement à sa porte. Pensant qu'il s'agissait d'un membre du personnel, elle ouvrit sans méfiance. Elle se retrouva face à Pierre Montclair en personne. L'homme était plus impressionnant encore qu'à la télévision. Grand, élégant, avec des cheveux gris parfaitement coiffés et des yeux d'acier, il dégageait une autorité naturelle qui expliquait en partie son succès en affaires. Il entra dans la chambre sans y être invité et referma la porte derrière lui. « Mademoiselle Dubois, dit-il d'une voix calme et posée, nous devons parler. » Emma sentit la peur l'envahir, mais elle fit de son mieux pour ne pas le montrer. « Monsieur Montclair, vous n'avez rien à faire ici. Si vous voulez parler à votre fille, adressez-vous à son avocat. » Montclair sourit, un sourire froid qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Ma fille est une enfant perturbée qui ne sait pas ce qu'elle fait. C'est avec vous que je veux parler, car c'est vous qui tirez les ficelles de cette mascarade. »« Je ne tire aucune ficelle, » répliqua Emma avec plus de courage qu'elle n'en ressentait. « Votre fille a pris sa décision toute seule. » Montclair s'approcha d'elle et Emma sentit la menace physique qu'il représentait. « Mademoiselle Dubois, vous êtes une jeune femme intelligente. Vous devez comprendre que vous ne pouvez pas gagner contre moi. J'ai des ressources illimitées, des relations partout, du pouvoir que vous ne pouvez même pas imaginer. Cette bataille est perdue d'avance pour vous. » Emma recula jusqu'au mur mais garda la tête haute. « Peut-être, mais au moins, j'aurais essayé de faire ce qui était juste. » Montclair étudia son visage avec attention, comme s'il essayait de comprendre ce qui motivait cette jeune femme. « Le sens de la justice, » murmura-t-il. « Voilà bien un luxe que seuls peuvent s'offrir ceux qui n'ont jamais eu de vraies responsabilités. Savez-vous combien de personnes dépendent de mes entreprises pour leur gagne-pain? Combien de familles seraient ruinées si mon empire s'effondrait? Et combien de familles avez-vous déjà ruinées pour bâtir cet empire? Rétorqua Emma. Combien de vies avez-vous détruites? Votre fille elle-même est une victime de vos méthodes. » Pour la première fois, Emma vit une lueur d'émotion passer dans les yeux de Montclair. « Céline ne comprend pas, » dit-il d'une voix soudain moins assurée. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour elle, pour lui assurer un avenir. Elle ne peut pas comprendre les sacrifices que j'ai dû faire. »« Les sacrifices que vous avez fait faire aux autres, » corrigea Emma. « Votre fille ne veut pas de cet héritage. Elle veut juste que la vérité soit révélée. » Montclair reprit contenance et sortit une enveloppe de sa veste. « Voici un chèque de 5 millions d'euros, » dit-il en posant l'enveloppe sur le lit. « Prenez cet argent. Disparaissez de nos vies et oubliez tout ce qui s'est passé. Vous pourrez finir vos études, vous installer confortablement, avoir la vie que vous méritez. » Emma regarda l'enveloppe sans la toucher. « Et Céline ?» demanda-t-elle. « Que lui arrivera-t-il » Montclair haussa les épaules. « Céline rentrera à la maison et reprendra sa vie normale. Elle oubliera ses idées de rébellion et apprendra à apprécier les avantages de sa position. » Emma secoua la tête. « Vous ne comprenez toujours pas. Céline ne reviendra jamais vers vous tant que vous n'admettrez pas vos erreurs. » Le visage de Montclair se durcit. « Très bien. Vous refusez la voie facile. Sachez que je peux aussi bien détruire une vie que la racheter. Si vous persistez dans cette voie, je m'assurerai que vous ne travaillerez plus jamais nulle part, que votre nom sera associé à un scandale qui vous poursuivra toute votre vie. Votre grand-mère elle-même n'échappera pas aux conséquences de votre entêtement. » Cette menace contre Madeleine fut celle de trop. Emma sentit la colère remplacer la peur. « Sortez d'ici, » dit-elle d'une voix tremblante de rage. « Sortez avant que j'appelle la sécurité. » Montclair la regarda encore un moment, puis reprit. « Son enveloppe. Vous aurez eu votre chance, » dit-il en se dirigeant vers la porte. « N'oubliez pas que vous l'avez refusée. » Après son départ, Emma s'effondra sur son lit, tremblant de tous ses membres. Elle réalisa qu'elle venait de refuser une fortune et de s'exposer à la vengeance d'un homme sans scrupules. Mais en même temps, elle se sentait libérée. Elle avait fait son choix, et elle s'y tiendrait quelles qu'en soient les conséquences. Quand Céline revint de sa réunion et qu'Emma lui raconta la visite de son père,
La jeune fille fondit en larmes. « Il vous a menacé à cause de moi, » sanglota-elle. « Tout cela est ma faute. » Emma la prit dans ses bras et la consola. « Non, Céline, tout cela est la faute de votre père et de hommes comme lui. Vous avez eu le courage de dire non, et maintenant nous devons aller jusqu'au bout. » Les jours qui suivirent furent effectivement difficiles. Montclair tint parole et lança une campagne de diffamation systématique contre Emma. Des articles paraissaient dans la presse People révélant de prétendus secrets sur sa vie privée, tous inventés de toutes pièces. Des témoins surgirent pour raconter des anecdotes compromettantes sur son passé. Sa famille fut harcelée par des journalistes, et même l'université où elle étudiait reçut des pressions pour l'exclure. Mais Emma tint bon, soutenue par Céline, Madeleine et tous ceux qui croyaient en leur cause. Thomas continuait à publier ses articles révélant les machinations de Montclair et Marcus Hoffmann apportait son soutien logistique et financier. Lentement, l'opinion publique commençait à réaliser que la campagne contre Emma était trop orchestrée pour être honnête. Le tournant décisif vint d'une source inattendue. Un ancien associé de Montclair, Laurent Beaumont, qui avait été ruiné par le milliardaire 10 ans plus tôt, contacta Henri Marchand. « J'ai gardé le silence pendant des années par peur, avoua-t-il. Mais voir cette jeune fille et cette étudiante affronter Montclair m'a donné du courage. J'ai des preuves de chantage et de corruption qui remontent à 20 ans. Si cela peut aider à le faire tomber, je suis prêt à témoigner. » Beaumont n'était que le premier. Dans les semaines qui suivirent, d'autres victimes de Montclair sortirent de l'ombre. Des hommes d'affaires ruinés, des politiciens qui avaient été contraints de céder à ses exigences, des journalistes qui avaient été menacés. Tous apportaient leurs témoignages et leurs preuves. L'affaire prenait une ampleur nationale, puis internationale. Emma se retrouvait malgré elle au centre de cette tempête médiatique. Des journalistes du monde entier voulaient l'interviewer, et elle découvrait qu'elle était devenue un symbole pour tous ceux qui luttaient contre la corruption et l'abus de pouvoir. Cette notoriété soudaine l'effrayait, mais elle comprenait qu'elle avait une responsabilité envers tous ceux qui n'avaient pas eu la chance de pouvoir s'exprimer. Un matin, Henri Marchand appela avec une nouvelle qui allait tout changer. « Emma, j'ai une information importante. Le procureur de la République a décidé d'ouvrir une information judiciaire contre Pierre Montclair pour corruption, chantage et abus de biens sociaux. C'est la première fois qu'une enquête officielle est ouverte contre lui. Votre courage et celui de Céline ont permis de franchir un seuil que beaucoup pensaient impossible à atteindre. » Emma sentit un mélange d'exaltation et d'appréhension. « Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?» demanda-t-elle. « Cela signifie que Montclair va être convoqué par la justice et que toutes les preuves rassemblées vont être officiellement examinées. Il ne peut plus étouffer l'affaire ou la faire disparaître. Mais attention, cela signifie aussi qu'il va redoubler d'efforts pour vous discréditer et vous intimider. » Effectivement, l'annonce de l'ouverture de l'enquête déchaîna la fureur de Montclair. Il organisa une conférence de presse où il se présenta comme la victime d'un complot orchestré par ses concurrents jaloux, utilisant sa propre fille comme instrument de chantage. Il promit de se défendre, bec et ongles, contre ce qu'il appelait une manipulation éhontée de la justice. Mais cette fois, l'opinion publique ne fut pas dupe. Trop de témoignages convergents s'accumulaient, trop de preuves étaient révélées. Les manifestations de soutien à Emma et Céline se multiplièrent devant les tribunaux et dans les universités. Un hashtag « Courage Emma » devint viral sur les réseaux sociaux et Emma réalisa avec émotion qu'elle était devenue l'inspiration de milliers de jeunes gens qui refusaient l'injustice. Un événement particulièrement émouvant se produisit quand les employés de la librairie, où Emma travaillait le soir, organisèrent une collecte pour l'aider financièrement. « Vous avez perdu votre emploi pour défendre vos principes », lui dit le gérant. « C'est le moins que nous puissions faire. » Emma fut profondément touchée par ces marques de solidarité qui lui prouvaient qu'elle n'était pas seule dans son combat. Céline, de son côté, grandissait et mûrissait à vue d'œil. La jeune fille fragile et terrorisée que Emma avait rencontrée au café s'était transformée en une jeune femme déterminée qui assumait pleinement ses choix. « J'ai compris quelque chose d'important », dit-elle un jour à Emma. « Mon père m'a toujours dit que le pouvoir et l'argent étaient les seules choses qui comptaient dans la vie. Mais vous m'avez montré qu'il y avait des valeurs plus importantes, le courage, l'honnêteté, la solidarité. Je ne veux plus jamais vivre dans le monde de mon père. » Le procès de Pierre Montclair s'ouvrit 6 mois après cette matinée fatidique, au café Le Petit Matin.
Emma, citée comme témoin principal, découvrit l'atmosphère solennelle du palais de justice. Face au juge, elle raconta son histoire avec simplicité et vérité, expliquant comment une rencontre fortuite avec une jeune fille en détresse avait changé le cours de sa vie. Céline témoigna à son tour, et Emma fut frappée par la force et la dignité avec laquelle elle s'exprima. « Mon père m'a appris que la richesse donnait tous les droits », déclara-t-elle au juge. « Mais Emma m'a enseigné que certains principes valent plus que tout l'argent du monde. Je témoigne aujourd'hui non par vengeance contre mon père, mais par respect pour toutes ses victimes. » Le procès dura plusieurs semaines, au cours desquelles défilèrent dizaines de témoins et experts. Marcus Hoffmann vint témoigner depuis l'Allemagne, apportant ses propres preuves de la corruption de Moncler. Laurent Beaumont et les autres victimes racontèrent leurs histoires, peignant le portrait d'un homme sans scrupules qui avait bâti sa fortune sur la ruine d'autrui. Pierre Moncler, pour sa défense, continua à nier toutes les accusations, prétendant être victime d'un complot international visant à détruire l'industrie française. Ses avocats tentèrent de discréditer les témoins, remettant en question la santé mentale de Céline et les motivations d'Emma. Mais les preuves étaient trop accablantes et les témoignages trop concordants. Le jour du verdict, Emma se rendit au tribunal, le cœur battant. Elle avait vécu des mois extraordinaires, faits de peur, d'espoir, de découvertes sur elle-même et sur le monde. Quelle que soit la décision des juges, elle savait qu'elle ne regrettait rien de ses choix. Quand le président du tribunal prononça la sentence, 10 ans de prison ferme pour Pierre Moncler, plus des amendes considérables et l'obligation de dédommager ses victimes, Emma sentit un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement parce que justice était enfin rendue, tristesse en pensant à tous ceux qui avaient souffert avant que la vérité ne soit révélée. Céline pleura en entendant la condamnation de son père, mais Emma comprit que c'étaient des larmes de libération. « C'est fini », murmura la jeune fille. « Enfin, c'est fini. » Emma la serra dans ses bras, réalisant qu'elles avaient toutes les deux grandi et changé au cours de cette épreuve. Dans les mois qui suivirent, la vie reprit progressivement un cours plus normal. Emma, devenue célèbre malgré elle, reçut de nombreuses propositions d'emploi et de bourses d'études. Elle choisit de reprendre ses études de littérature avec le projet d'écrire un livre sur son expérience. « Je veux raconter cette histoire », expliqua-t-elle à Thomas, pour montrer aux gens qu'on peut résister aux puissants quand on a le courage de ses convictions. Céline, quant à elle, utilisa l'héritage de sa mère, qui avait été mis à l'abri des manipulations de son père, pour créer une fondation d'aide aux victimes de corruption et d'abus de pouvoir. « Emma m'a sauvée », dit-elle lors de l'inauguration de la fondation. « Maintenant, c'est à mon tour d'aider les autres. » Marcus Hoffmann, réhabilité par les révélations du procès, put récupérer une partie de ses biens. Il devint un partenaire de la fondation de Céline, apportant son expérience et ses ressources à la lutte contre la corruption. Parfois, confia-t-il à Emma, il faut toucher le fond pour comprendre ce qui compte vraiment dans la vie. Thomas Moreau reçut plusieurs prix journalistiques pour ses articles sur l'affaire Moncler. Il continua son travail d'investigation, mais avec une équipe renforcée et des moyens plus importants, financés en partie par la fondation de Céline. Votre histoire a prouvé qu'un journalisme indépendant et courageux peut encore changer les choses, dit Thomas à Emma lors d'une interview télévisée 1 an après le procès. Vous avez montré qu'une personne ordinaire peut faire la différence face aux plus puissants. Emma, qui avait appris à gérer sa notoriété avec grâce, sourit modestement. Je n'ai fait que ce que dictait ma conscience. Le vrai héros de cette histoire, c'est Céline, qui a eu le courage de se dresser contre son propre père. La transformation de Céline était en effet remarquable. De jeune fille fragile et terrorisée, elle était devenue une militante déterminée pour la transparence et la justice sociale. Elle avait repris ses études, se spécialisant en droit des affaires pour mieux comprendre les mécanismes de la corruption qu'elle combattait. Emma m'a appris que le courage n'est pas l'absence de peur, expliqua-t-elle lors d'une conférence à la Sorbonne. C'est la capacité d'agir malgré la peur, quand on sait que c'est juste. Madeleine Dubois, la grand-mère d'Emma, était devenue une célébrité à la maison de retraite. Les autres résidents l'écoutaient avec admiration, raconter comment sa petite fille avait terrassé le dragon. « Dans ma jeunesse, nous nous battions contre les nazis », disait-elle avec fierté. « Aujourd'hui, c'est ma petite fille qui se bat contre une autre forme de tyrannie. La lutte pour la justice ne s'arrête jamais. » À 92 ans, elle avait retrouvé une énergie nouvelle et participait activement aux activités de la fondation de Céline.
Henri Marchand, le juge qui avait osé s'attaquer à Moncler, reçut des menaces et des pressions après le procès. Mais il tint bon. L'affaire Moncler a marqué un tournant, déclarait-il dans ses mémoires publiés quelques années plus tard. Elle a prouvé que la justice française pouvait encore fonctionner, même contre les plus puissants, quand des citoyens courageux acceptent de témoigner. Il devint par la suite président d'une commission sur la transparence de la vie publique. L'empire de Pierre Moncler ne survécut pas à sa chute. Ses entreprises furent démembrées, vendues ou placées sous administration judiciaire. Beaucoup de ses employés retrouvèrent du travail dans les nouvelles structures, souvent dirigées par d'anciens cadres qui appliquaient des méthodes plus éthiques. La fin de l'empire Moncler a libéré des énergies créatives qui étaient bridées par ces méthodes autoritaires, analysa un économiste dans Le Monde. Pierre Moncler lui-même purgeait sa peine dans une prison de la région parisienne. Selon les rares témoignages qui filtraient, il avait d'abord refusé d'admettre ses torts, continuant à prétendre qu'il était victime d'un complot. Mais avec le temps, et peut-être sous l'influence d'un aumônier de prison, il sembla commencer à réfléchir sur ses actes. Il écrivit plusieurs lettres à Céline, que celle-ci ne lut jamais, les confiant à son avocat sans les ouvrir. Un événement marquant se produisit 2 ans après le procès. Emma, qui poursuivait ses études de littérature tout en travaillant sur son livre, reçut une lettre inattendue. L'enveloppe portait l'entête de la prison où était détenu Pierre Moncler. Intriguée et un peu inquiète, elle l'ouvrit et découvrit une lettre manuscrite de plusieurs pages. « Mademoiselle Dubois, » écrivait l'ancien milliardaire, « je sais que vous n'avez aucune raison d'accorder crédit à mes paroles, mais je souhaite vous présenter mes excuses. Pendant des mois, j'ai refusé d'admettre que j'avais tort, persuadé que vous aviez manipulé ma fille contre moi. Mais le temps et la solitude m'ont forcé à regarder la vérité en face. Vous avez protégé Céline quand moi, son propre père, je représentais un danger pour elle. Vous avez montré plus d'amour parental en quelques heures que moi en 16 ans. » La lettre continuait sur plusieurs pages, où Moncler racontait sa prise de conscience progressive. « J'ai compris que j'avais élevé ma fille comme un objet précieux, plutôt que comme un être humain. Je voulais qu'elle hérite de mon empire, mais je ne lui ai jamais demandé si c'était ce qu'elle souhaitait. Vous lui avez donné ce que je n'ai jamais pu lui offrir, la liberté de choisir sa propre voie. » Emma fut profondément troublée par cette lettre. Elle la montra à Céline, qui la lut en silence, les larmes aux yeux. « Il a fallu qu'il perde tout pour comprendre, » murmura la jeune femme. « C'est trop tard pour nous réconcilier, mais au moins, je sais qu'il a fini par réaliser ses erreurs. » Emma encouragea Céline à répondre à son père, mais celle-ci secoua la tête. « Peut-être un jour quand mes blessures seront complètement guéries. Pour l'instant, j'ai besoin de construire ma propre vie, loin de son ombre. » Le livre d'Emma, intitulé « Le courage d'une serveuse », fut publié 3 ans après les événements. Il devint rapidement un best-seller, traduit dans de nombreuses langues. Emma ne garda qu'une partie des droits d'auteur, reversant le reste à diverses associations de lutte contre la corruption. Ce livre appartient à tous ceux qui ont trouvé le courage de témoigner, déclara-t-elle lors de la présentation. Le succès du livre permit à Emma de réaliser un de ses rêves. Elle créa une bourse d'études pour les jeunes issus de milieux modestes qui souhaitèrent poursuivre des études supérieures. Moi-même, j'ai failli abandonner mes études à cause de difficultés financières, expliqua-t-elle. Je veux que d'autres jeunes aient les opportunités que j'ai eues grâce au soutien de personnes généreuses. 5 ans après leur première rencontre au café, le 1900, petit matin, Emma et Céline organisèrent une réunion avec tous ceux qui avaient participé à leur aventure. Thomas Moreau, Henri Marchand, Marcus Hoffmann, Laurent Beaumont et bien d'autres se retrouvèrent dans un restaurant parisien pour célébrer l'anniversaire de ce qu'ils appelaient en plaisantant la révolution des serveuses. Quand je repense à cette matinée où j'ai vu Céline entrer dans le café, raconta Emma devant l'assemblée émue, jamais je n'aurais imaginé que cela changerait autant. De vie, j'ai appris que parfois les plus petits gestes peuvent avoir les plus grandes conséquences. Céline, maintenant jeune femme de 21 ans, diplômée en droit et directrice de sa fondation, prit la parole à son tour. « Emma m'a sauvé la vie, mais plus que cela, elle m'a appris à vivre selon mes valeurs plutôt que selon les attentes des autres. » Marcus Hoffmann, qui était devenu comme un grand-père adoptif pour Céline, leva son verre. À Emma et Céline qui ont prouvé que David peut encore battre Goliath, même au XXIe siècle. L'assemblée applaudit chaleureusement, et Emma sentit une vague d'émotion l'envahir
en voyant tous ces visages souriants, toutes ces vies qui avaient été touchées par leur histoire. Thomas Moreau, qui préparait un documentaire sur l'affaire, interviewa tous les participants. « Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire ?» demanda-t-il à Emma. Celle-ci réfléchit un moment avant de répondre. « La découverte que nous sommes tous capables de plus de courage que nous ne le pensons. Avant cette histoire, je me considérais comme une personne ordinaire, sans pouvoir particulier. J'ai appris que chacun de nous a la capacité d'influencer le cours des événements, à condition d'avoir le courage d'agir selon ses convictions. L'impact de l'affaire Moncler dépassa largement le cas particulier de cet homme d'affaires corrompu. Elle inspira de nouvelles lois sur la transparence financière, renforça les protections pour les lanceurs d'alerte et encouragea d'autres victimes de corruption à sortir du silence. L'effet Emma, comme l'appelèrent certains sociologues, devint un phénomène étudié dans les universités comme exemple de la façon dont un individu peut catalyser un changement social. Céline utilisait souvent cette expression lors de ses conférences dans les écoles et universités. L'effet Emma, c'est la preuve qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'une personne qui agit selon sa conscience, expliquait-elle aux étudiants fascinés. Emma était juste une serveuse qui étudiait la littérature, mais quand elle a vu quelqu'un en détresse, elle n'a pas calculé les risques ou les bénéfices. Elle a agi par humanité et cela a changé le monde. Un jour, en se promenant dans Paris, Emma et Céline passèrent devant l'ancien café Le Petit Matin. Il avait fermé quelques mois après le scandale, M. Rousseau n'ayant pas supporté la pression médiatique. À la place se trouvait maintenant une boutique de vêtements. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais choisi une autre table ce matin-là, dit Céline avec un sourire mélancolique. Ou si j'avais demandé à un autre serveur, répondit Emma. Mais je crois que certaines rencontres sont destinées à avoir lieu. Elles s'arrêtèrent devant la vitrine et Emma se souvint de cette matinée qui avait tout changé. « Avez-vous des regrets ?» demanda Céline. Emma secoua la tête sans hésitation. « Aucun. Cette histoire m'a appris qui j'étais vraiment et m'a permis de rencontrer des personnes extraordinaires. Et vous ?» Céline sourit. « Mon seul regret, c'est d'avoir mis tant de temps à comprendre que l'amour véritable, c'est celui qui vous pousse à faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Vous m'avez montré cet amour-là. » Aujourd'hui, 10 ans après cette matinée fatidique, Emma Dubois est devenue une écrivaine reconnue et une militante respectée pour les droits humains. Ses romans, inspirés de son expérience, touchent des lecteurs du monde entier. Elle continue à vivre modestement, fidèle aux valeurs qui l'ont guidée depuis le début. La vraie richesse, dit-elle souvent, ce ne sont pas les biens matériels, mais les relations humaines authentiques et la paix que l'on trouve en agissant selon sa conscience. Céline Moncler a renoncé définitivement au nom de son père, préférant porter le nom de jeune fille de sa mère, Céline Beaumont. Sa fondation est devenue une référence internationale dans la lutte contre la corruption. Elle n'a jamais revu son père, mais elle garde précieusement ses lettres de prison, témoignage d'une rédemption tardive mais sincère. « Il est trop tard pour réparer notre relation », confie-t-elle parfois, mais je suis heureuse de savoir qu'il a fini par comprendre. Madeleine. Dubois, à 97 ans, continue à vivre à la maison de retraite où elle est devenue une figure légendaire. Elle raconte encore l'histoire de sa petite fille au nouveau résident et reçoit régulièrement la visite de Céline, qu'elle considère comme sa petite fille adoptive. « Ces 2 filles ont rendu ma vieillesse lumineuse », dit-elle avec fierté. « Elles m'ont rappelé que la lutte pour la justice n'a pas d'âge. L'histoire d'Emma et Céline est devenue plus qu'un simple fait divers ou un scandale politique. Elle est enseignée dans les écoles comme exemple de courage civique, adaptée au théâtre et au cinéma, citée dans les discours politiques. Mais pour celles qui l'ont vécue, elle reste avant tout l'histoire d'une amitié née dans l'adversité et forgée dans la lutte commune pour la vérité. Un soir, alors qu'elles dînaient ensemble dans un petit restaurant parisien, Emma et Céline évoquaient leur avenir. « Parfois, je me dis que nous avons vécu en quelques mois ce que d'autres ne vivent pas en une vie entière, » réfléchit Emma. « C'est vrai, » acquiesça Céline, « mais je ne changerai rien à notre histoire. Elle m'a appris que l'on peut survivre à tout quand on a de vraies amitiés. » Elles levèrent leurs verres à leur amitié, à tous ceux qui les avaient aidés et à tous ceux qui, quelque part dans le monde, trouvaient le courage de se dresser contre l'injustice. « À la prochaine serveuse courageuse, » dit Emma en souriant. « Et à la prochaine fille de milliardaire rebelle, » répondit Céline en riant. « Car c'est bien cela, le véritable enseignement de leur histoire. Dans un monde où l'argent et le pouvoir semblent tout dominer,
Il suffit parfois d'une personne ordinaire qui refuse de fermer les yeux sur l'injustice pour que tout change. Emma Dubois était juste une jeune serveuse qui étudiait la littérature. Mais quand elle a vu une jeune fille en détresse, elle a choisi d'agir selon son cœur plutôt que selon ses intérêts. Et ce choix, qui lui a coûté son emploi, lui a finalement apporté beaucoup plus qu'elle n'avait perdu. Une amitié sincère, le respect de ses pairs, et surtout la fierté d'avoir fait ce qui était juste. Aujourd'hui, quand des jeunes gens se trouvent face à des choix difficiles entre leurs intérêts et leurs principes, ils pensent souvent à l'histoire d'Emma et Céline. Ils se demandent « qu'aurait fait Emma ?» Et souvent, cette simple question leur donne le courage d'agir selon leur conscience. L'histoire d'Emma Dubois et de Céline Moncler prouve qu'une seule personne peut changer le monde, à condition d'avoir le courage de ses convictions et la générosité de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Dans un café parisien, un matin ordinaire, une serveuse a perdu son emploi pour sauver une inconnue. Et en faisant ce choix, elle a changé sa vie, celle de cette jeune fille, et finalement le monde autour d'elle. Car c'est cela, la vraie révolution, non pas celle qui se fait dans la violence et la haine, mais celle qui naît de l'amour, du courage et de la solidarité entre les êtres humains. Emma et Céline l'ont prouvé, et leur histoire continuera à inspirer les générations futures, rappelant à chacun que nous avons tous, en nous, la capacité d'être des héros du quotidien. Chers lecteurs, voici la fin de cette histoire extraordinaire d'Emma et Céline. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à partager vos réflexions en commentaire. Que retenez-vous de cette histoire? Vous a-t-elle inspiré à réfléchir sur votre propre courage face aux difficultés? Croyez-vous, comme Emma et Céline, qu'une seule personne peut vraiment changer le monde? Vos témoignages et réflexions enrichiront cette belle histoire d'humanité et de courage.